Au webinaire, du club laser et procédés, donc le quatrième webinaire. Donc c'est moi-même qui vais faire, la transition de toute la présentation, donc je vais me présenter. Je suis Philippe Lefebvre, je suis ingénieur R&D au campus Innovation Paris, centre de recherche du groupe Air Liquide basé aux Loges en Josas, et je suis en charge de tout ce qui est influence des gaz en procédés, avec un laser, donc du soudage, du coupage et de la fabrication additive, lit de poudre. Je vais vous faire un petit rappel donc du CLP. Donc, le CLP, c'est une association de la loi, 1901 qui est indépendante, qui fédère les principaux acteurs dans le domaine des technologies et des procédés laser industriels. Le CLP a aujourd'hui 37 ans d'existence et a 56 membres. Il y a à peu près 1000 visites sur le site du CLP par mois. Il y a 120 participants en moyenne aux événements du PLI. Donc, les prochaines PLI auront lieu fin juin à Saint-Étienne. Il y a la newsletter qui est diffusée régulièrement, donc il y a 3000 contacts et il y a 950 abonnés sur les réseaux. Le comité du webinaire, ben, vous avez les différents membres du comité du webinaire. Donc, vous retrouvez John Lopez, qui est le président du CLP, plus différents membres de différentes entités. Le déroulement de ce webinaire, donc pour des raisons d'organisation, vous n'aurez pas la possibilité de parler pendant ce webinaire, donc uniquement le présentateur et moi-même pour les transitions. Des temps seront prévus à chaque fin de conférence pour poser des questions à l'écrit. Donc les questions à l'écrit, vous les avez dans le chat et vous cliquez sur la petite icône du point d'interrogation pour signifier que c'est une question. Et les questions s'afficheront à l'écran à la fin de la présentation. Chaque présentateur a 15 minutes pour présenter et on essaiera de respecter ce temps des 15 minutes et donc je serai le maître du temps. Et on aura 5 minutes consacrées aux questions. Donc c'est le quatrième webinaire donc, du 360 du CLP. Donc là, cette fois-ci, c'est lumière sur les finitions et le parachèvement avec un focus sur, l'énergie. Donc le programme aujourd'hui, donc, on va avoir quelqu'un de chez Safran, de l'Institut de soudure, de chez Bodycote, de chez Fusion Coolant Systems et pour finir quelqu'un d'Air Liquide. Donc maintenant, présentation de Bodycode, donc de Patrick Jacot, sur fabrication additive et post-traitement thermique. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je représente la société Bodycode, qui est un sous-traitant en traitement thermique. Donc, je vais vous parler de traitement thermique rapidement concernant la fabrication additive. Comme vous le savez, la fabrication additive se développe rapidement. Et la problématique de la fabrication additive, c'est qu'on fabrique tout en même temps, à la fois le design, la, la- la géométrie complexe de la pièce avec plusieurs fonctions et également le matériau simultanément à tout ça. Et donc, on s'aperçoit que pour obtenir un matériau homogène, isotrope et résistant, non stressé, il faut faire quand même du traitement thermique pour optimiser les caractéristiques. Donc, c'est un énorme challenge, comme ça a été montré par ces messieurs précédemment. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui interagissent sur la structure métallurgique, la santé métallurgique du matériau que l'on va obtenir après fabrication additive. Ceci étant dit, en fonction des procédés utilisés, donc nous, on traite des pièces qui sont fabriquées par laser, faisceau d'électrons, binder metal jetting, enfin différents procédés, ainsi que fusion par fil. Donc, il y a énormément de paramètres. Tout ceci conduit à créer des gradients thermiques, des contraintes, des transformations de phase voulues ou pas voulues. Et puis, on a aussi des phénomènes de solidification rapide et des modes de refroidissement qui sont tout à fait particuliers, avec des effets de semi-recuit alternés en fonction des différentes strates formées, quoi.
Donc, on traite différents types de typologies de pièces, hein, toutes sortes de pièces, pratiquement tous les matériaux métalliques maintenant, aussi bien alliage de type acier, base nickel, base d'aluminium, cobalt chrome et titane, bien sûr. Donc ici, quelques exemples de plateaux avec notamment des pièces médicales ou des pièces d'outillage, un petit peu de pièces aéronautiques également. Donc si on regarde tous les paramètres qui interagissent, ce sont les gradients thermiques et les contraintes internes qui sont formées qui vont créer des problématiques. Alors on peut avoir des microstructures très fines, des morphologies de microstructures très hétérogènes parfois, des inhomogénéités de composition chimique, donc des anisotropies importantes, à la fois au niveau chimique que de la structure, que des propriétés mécaniques. Et aussi, on remarque des faibles ténacités sur les structures produites dans certains cas. Et bien sûr, on a des structures sous contrainte. Et éventuellement, dans certains cas, on peut avoir des microporosités. Donc, tout ceci conduit au fait que l'on réalise de plus en plus des traitements thermiques. Donc, le premier traitement thermique le plus utilisé, c'est la détente, notamment sur la fabrication additive laser, un peu moins en faisceau d'électrons, puisqu'on a un effet de la température du lit de poudre. On a également pour les matériaux un peu plus sophistiqués comme les inconels, comme on l'a vu tout à l'heure, des remises en solution, des reculs d'homogénéisation, des vieillissements sur les aciers à durcissement structuraux. Également pour les alliages d'aluminium, on fait des remises en solution et des revenus. Pour les alliages inoxydables, on fait des hypertrempes, donc de restructuration de structure et de refroidissement rapide. On fait du traitement thermomécanique également, donc par compression isostatique à chaud, HIP, de façon à avoir une densification maximale. Et on commence à faire des assemblages par brasage et soudage faisceau d'électrons, de façon à assembler différentes pièces produites par fabrication additive ou fabrication additive plus pièces non additives. Et également, on voit apparaître des durcissements superficiels. Donc, certains alliages sont aptes à la nitration et également à la cémentation. Alors, je ne sais pas si c'est bien passé. Donc, les buts recherchés de ces postes de traitement thermique, c'est en premier lieu, c'est la relaxation des contraintes internes. Les trois quarts des pièces sont sous contrainte. Suivant les alliages et notamment suivant pour les aciers, les teneurs en carbone qui sont mis en œuvre, on peut avoir des effets d'autotrempe et donc des formations de contraintes très importantes. Donc, le but de cette détente, c'est de relaxer ces contraintes et d'essayer de mieux maîtriser les déformations lors des phases ultérieures d'usinage, par exemple. Le deuxième point, c'est améliorer la microstructure des alliages, on l'a vu tout à l'heure. Donc, pour essayer de limiter l'anisotropie, de dissoudre certaines phases indésirables, d'homogénéiser, d'améliorer la tenue à la corrosion. Troisième aspect, c'est d'augmenter les propriétés mécaniques, bien sûr, puisqu'il faut mettre, dans certains cas, le niveau de propriété mécanique recherché sur la pièce. On peut l'obtenir uniquement par traitement thermique. Tout ceci également, le quatrième point, ces traitements thermiques ont pour but d'améliorer aussi les opérations de finition de surface. En améliorant l'homogénéité de la structure, on peut avoir des opérations de finition de surface plus faciles. Et puis, le cinquième point, c'est la densification interne, donc par compression isostatique à chaud. Donc, le détentionnement, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais l'origine des contraintes qui sont formées dans les pièces fabriquées additives, c'est des contraintes résiduelles donc, qui sont dues aux alternances de cycles thermiques et de création importante de gradients thermiques entre ces différentes couches qui sont formées et qui ont tout un historique, une accumulation d'historique thermique. Donc, gradient de température, gradient avec des cyclages thermiques de type expansion et contraction, et des phénomènes de variation de volume liés aux transformations de phase. Donc, tout ceci crée des contraintes
qui s'accumulent dans le matériau et qui peuvent conduire à la fissuration même directement sur le plateau avant finition de la pièce. Donc, la relaxation, c'est le traitement de détentionnement, c'est vraiment pas facultatif, hein, c'est un impératif. Même si c'est dans certains cas on ne le voit pas, on a fait des mesures avec le CETIM, on s'aperçoit qu'il y a des niveaux de mise en contrainte de traction qui sont très élevés. Hein. Donc cette relaxation est absolument nécessaire. Alors nous avons différents sites de production, donc un peu partout en France et voire à l'étranger, hein, donc aussi bien en Belgique qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, qu'aux États-Unis. Donc on fait des traitements divers et variés, comme je vous l'ai dit, sur pratiquement tous les matériaux métalliques. Donc on suit l'évolution de ce marché de la fabrication additive qui a mis un certain temps à décoller, qui décolle petit à petit relativement bien. Donc un exemple de détentionnement sur des pièces en TA6V, donc là on peut suivre certaines règles de cycle thermique à respecter, notamment avec des procédures AMS, donc des normes, hein, soit américaines, bien souvent américaines, AMS 2801 par exemple, qui donnent des niveaux de température, par exemple pour le TA6V vers 590 degrés, ou suivant l'AMS H, des gammes de température entre 480 et 650 degrés. Pareil pour l'alliage cobalt-chrome, on peut monter à des 600 degrés. Donc l'intérêt pour le TA6V, c'est de ne pas monter trop haut, de façon à ne pas faire un recuit complet de la structure. Donc pour ça, on dispose de différents moyens de traitement thermique sous vide. Hein. Les fours sous vide sont les moyens idéaux pour faire du traitement thermique sur des pièces, notamment en titane, mais également sur les autres pièces. Donc, il n'y a pas de dégradation de la surface en général, et il y a un maintien il y a un bon contrôle des process. Quoi. Donc, rapidement, je vous présente une étude qu'on avait faite, par exemple, avec un partenaire dans le domaine de la plasturgie sur de l'acier maraging. Acier maraging qui est souvent utilisé dans l'industrie du moule de l'injection plastique. Donc là, pour ce faire, nous avons étudié sur un plateau avec différents scénarios de fabrication, donc avec des monopasses, des multipasses, des paramètres différents. Donc vous voyez le nombre de paramètres différents sur ce plateau. Et on a caractérisé, vous voyez, un seul cordon. Donc là, c'est de la fusion laser hein, sur lead pool. Un seul cordon, donc vous voyez le cordon sur un acier, sur un support en acier au carbone. Ensuite, des multicordons 1D, 2D, 3D. Et des différentes stratégies de fabrication. Donc tout ça pour en venir à des coupes longitudinales, transversales, pour voir un peu la densité de la structure et puis la texture de la microstructure. On peut avoir une rémanence, on voit tout l'historique de la fabrication additive. Donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais vous voyez différentes structures qui sont obtenues avec une densité très très bonne hein, sur l'acier maraging. Donc vous avez la nuance, hein, c'est maraging 300, c'est le plus utilisé en moule hein, d'injection plastique. Donc c'est un nickel cobalt molybdène hein, avec très peu de carbone, donc ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de contraintes résiduelles dans ces aciers, dans ce type d'acier. On a étudié aussi l'effet de la surface sur les paramètres de lasérisation en finale. Donc, brut de fabrication additive à gauche et à droite, des passes de lasérisation pour essayer de densifier la surface. Ceci est relativement intéressant lorsqu'on fait un traitement de compression isostatique à chaud parce qu'on ferme toutes les porosités de surface, ce qui permet de densifier un peu mieux l'extrême surface que si on l'a fait directement sur une surface brute de fabrication additive. Enfin, on a exploré tous ces domaines-là. On a exploré également la nitroration, vous voyez, sur un acier maraging 300, donc ce même alliage, donc en utilisant la nitration ionique par plasma, donc d'azote. Vous voyez sur la photo en haut à gauche, donc
la couche diffusée et puis le profil de dureté formé sur un acier maraging, qui n'est pas un acier de nitration, mais qui du fait de la présence de molybdène, permet son durcissement. Donc, on peut faire des parachèvements avec des réponses en la nitration qui sont tout à fait correctes. Alors, le traitement le plus utilisé également c'est le traitement de traitement thermomécanique, hein, donc de densification par compression isostatique à chaud. Donc, les paramètres sont en général des pressions de 1000 bars, qui peuvent aller jusqu'à 2000 bars, mais en général, c'est de l'ordre de 1000 bars, et des températures qui peuvent osciller entre 600 et 2000 degrés, et tout ceci sous argon. Hein. Donc, on le réalise dans des enceintes qui peuvent être importantes. Hein, les capacités en termes de taille sont assez importantes. Donc, on le réalise sur des aciers, des bases nickel, des alliages d'aluminium, des alliages cobalt-chrome, de titane et également des céramiques. Voilà des exemples de travaux que l'on a fait avec des clients sur des alliages Inconel 718 et du TA6V. Donc, vous voyez les paramètres sur l'Inconel, on travaille à haute température, on fait du HIP à 1160 en général, hein, pendant 3 heures sur 1020 bars d'argon. Et pour le TA6V, typiquement, on est à 900 degrés. Bon, ça peut être plus bas si on le souhaite. Toujours pareil, 2 heures sous 1000 bars. Donc, on voit l'influence de la fermeture de toutes les porosités, la densification de la structure. Et sur le titane, on voit là, ici l'effet des 900 degrés, donc la restructuration de la structure alpha-bêta, du fait de la température. Voilà, des coupes pour voir. Là, en général, on voit que la porosité avant HIP, elle se localise périphériquement, donc on arrive à la fermer totalement, dans la mesure où les porosités ne sont pas ouvertes en surface. Il vous reste 1 minute. Voilà, donc je vais aller un petit peu plus vite. Donc, des structures avant et après. Hein. Pareil, sur du maraging, on a fait des essais de compression. On obtient des structures densifiées à 100%. Et enfin, ici, vous avez un exemple de pièces brasées. Donc, on a pu assembler des pièces fabriquées additives en base nickel sur une autre pièce qui était à base cobalt. Donc là, c'est pour allier des matériaux différents, mais avec des tenues différentes en fonction de la zone qui va travailler sur cette pièce. Donc là, c'est une brasure base nickel qui a été réalisée pour assembler 2 pièces fabriquées additives. Bon, on fait aussi du soudage par faisceau d'électrons pour assembler 2 pièces complexes. Ça fait une pièce encore plus complexe. Voilà, donc j'en termine. Donc, les opérations de traitement thermique ou thermomécanique, hein, ça joue un rôle essentiel. On le voit de plus en plus hein, dans la chaîne de fabrication de l'additive. On a de plus en plus de clients. Alors, beaucoup en France, mais beaucoup à l'étranger également. Hein. On voit que le marché de la fabrication additive est beaucoup plus développé en Allemagne, en Angleterre et en Italie qu'en France. Hein. Aux États-Unis, c'est le premier marché pour nous. Hein. Alors, tout ceci nécessite la maîtrise des équipements adaptés, hein, des qualifications spécifiques, notamment si on s'adresse au secteur aéronautique, nucléaire et puis médical. Donc, voilà, quoi. Donc, il faut pouvoir garantir une prestation vraiment haut de gamme et à un coût compatible avec l'utilisation. Donc, c'est ce qu'on s'efforce de faire au sein de Bodycote. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. J'ai 2 questions. Donc, est-il possible de s'affranchir de ces traitements de détentionnement pour des pièces de structure ou est-ce incontournable? Pour moi, c'est incontournable de façon. Alors, ça dépend des nuances d'acier hein, ou des nuances suivant les matériaux. Hein. Sur les bases nickel, ça me paraît être indispensable. On a beaucoup de contraintes. Sur les nuances d'acier d'outillage, ça dépend des teneurs en carbone. Pour les aciers maraging, je dirais que c'est certainement. On peut peut-être le contourner parce qu'on a une. Mais bon. Dans tous les cas, si on a des contraintes dans une pièce,
elles pourront se relâcher lors de l'usinage ultérieur ou bien en utilisation. Donc, c'est toujours bon d'essayer de les supprimer, quoi. Je suis plutôt à 90% favorable pour détendre systématiquement les pièces. OK. J'ai une autre question aussi. Quel est le temps de cycle pour un traitement thermique sous vide? Est-ce que c'est lié aux dimensions de la pièce? Alors, en général, c'est fonction de la section de la pièce. La plus grosse section va piloter le cycle thermique, hein. Donc, c'est l'épaisseur de la pièce, hein, essentiellement, et sa masse, la surface développée également, mais bon, c'est surtout la section la plus importante. OK. Et j'ai une autre question, c'est avez-vous des exemples de comparaison de rugosité de surface avant et après traitement thermique? Est-ce que ça évolue? Ça n'évolue absolument pas. Le traitement thermique n'a aucun effet sur la rugosité. C'est Si je simplement qu'on regarde, améliore les structures qui peuvent être ensuite parachevées avec plus de précision, puisqu'on aura une structure plus homogène, mais sinon, le traitement thermique n'agit pas. j'ai une dernière question qui est tombée. Donc, des traitements thermiques sont-ils développés pour améliorer les performances, conductivité électrique, propriétés mécaniques pour le cuivre pur issu de SLM, ou le traitement thermique n'affectera pas ses propriétés? Sur le cuivre, on a déjà fait, on en fait déjà peu. On en a fait sur du cuivre chrome de façon à homogénéiser les propriétés électriques, effectivement, de façon à homogénéiser. Alors, si c'est du pur, non, mais si c'est un alliage de cuivre, notamment par exemple le cuivre chrome, on avait vu un intérêt du traitement thermique. Mais sur le cuivre pur, je ne peux pas vous dire. Je ne pense pas, mais OK. quand même, ça, Merci. voilà. Merci. Merci. Bon, on est pile dans le timing du webinaire. Donc, on va passer à la présentation suivante. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes prêts pour votre présentation? Écoutez, je pense que oui. OK. Ah, vous avez 15 minutes. Parfait. On la valide. Parfait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, moi, je ne vais pas vous présenter une solution additive, mais soustractive, par contre, qu'on estime assez complémentaire au projet additif dont on a parlé jusqu'à présent. Donc, la société Fusion Coolant System est une jeune société américaine donc, qui a développé une technologie permettant de remplacer les fluides de coupe traditionnels, donc huile entière ou émulsion, par du CO2 dans son état supercritique. Donc, on verra par la suite de quoi on parle quand on parle de CO2 supercritique. Donc, la société a été fondée par Steve Skerlos, donc professeur à l'université de Michigan. Et en fait, Steve Skerlos, lui, a travaillé pendant plus de 20 ans sur des fluides de coupe. Et son ambition était de trouver une solution qui soit meilleure pour les opérateurs, donc qui sont exposés aux fluides de coupe pour des raisons de santé, mais également pour des questions d'environnement. Et au travers d'une conférence, il a entendu parler un jour du CO2 supercritique pour du nettoyage de puces électroniques. Donc, c'est une solution qui existe sur le marché depuis longtemps pour du nettoyage, également sur de l'extraction de molécules. Et lui est venue l'idée de l'utiliser comme un fluide de coupe. Alors, on commercialise depuis 2016, donc on est assez récent sur le marché. Néanmoins, on a environ 150 installations globalement, donc qui tournent en production, que ce soit dans les secteurs automobiles, aéronautiques, plutôt aux US, avec des gros travaux en ce moment donc, en Europe sur la partie aéro. Et enfin, sur les applications médicales, notamment sur des implants issus d'impression 3D. Juste un petit mot au niveau de l'écosystème qui nous semble important, c'est-à-dire que de plus en plus de fabricants de machines-outils aujourd'hui nous consultent pour intégrer notre solution en option sur des machines neuves.
et donc on est déjà au catalogue d'un certain nombre. Alors le CO2 supercritique, c'est quoi? Alors c'était un 4e état, donc méconnu, voire inconnu pour beaucoup, donc qui s'obtient au-delà de son point critique, donc qui est au-delà de 31 degrés et 74 bars. Donc c'est pas des pressions très importantes, enfin faciles à mettre en œuvre avec des équipements, on va dire, du commerce. Et dans cet état particulier, donc on est à mi-chemin entre du liquide et du gaz. Donc on va avoir une sorte de forme gazeuse, mais quasiment la densité d'un liquide. Et donc il y a 2 intérêts principaux pour travailler avec cet état supercritique. Le premier, comme on est sous pression, je rappelle qu'on est chaud, donc on n'est pas froid. Ce n'est pas une solution cryogénique, comme on aurait pu y penser avec l'appellation du CO2. Lorsqu'on va détendre ce gaz, donc soit une buse, soit au travers de l'outil, soit au niveau du porte-outil, donc là, on va générer du froid. Et en général, lorsqu'on travaille au-delà de 100 bars, aux alentours de 100 bars, 100, 120 bars, dans la zone de coupe à l'usinage, on va générer une température de moins 30, moins 40 degrés. Donc, on va refroidir la zone de coupe, ce qui sera favorable donc à l'usure des outils et également favorable aux conditions de coupe, puisqu'on pourra aller plus vite. Et le deuxième intérêt, c'est que dans cet état supercritique, donc le CO2 réagit comme un solvant et donc un nettoyant naturel. Alors, on peut utiliser le CO2 supercritique seul pour l'usinage, et là, on va, entre guillemets, nettoyer pendant qu'on va usiner. Alors, ça peut être très important sur des implants pour du médical, par exemple. Donc là, il n'y aura aucun résidu potentiel d'huile de coupe. Et autre possibilité, donc optionnelle, lorsqu'on va rajouter une très faible quantité d'huile, du fait qu'on soit solvant, on va dissoudre cette huile en nanoparticules, et donc on va associer le froid par la détente et la lubrification. Donc là, on va améliorer les performances au niveau de l'usinage. Alors sur cette petite vidéo, donc le CO2 liquide basculé dans l'état supercritique, donc je rappelle au-delà de 31 degrés 74 bars, donc cette forme un petit peu gazeuse, mais quasiment la densité d'un liquide. Et ici, donc on voit en rose donc, une huile donc, qui est rajoutée au CO2 liquide, donc qui n'est pas miscible. Et lorsqu'on bascule dans cet état supercritique, on voit que l'huile se dissout complètement en nanoparticules. Alors, on commercialise notre solution sous 2 formes qu'on appelle PureCut et PureCut Plus. Donc, PureCut, c'est uniquement du CO2 supercritique. Donc, on a donné l'exemple, par exemple, dans le médical, sur des implants issus d'impression 3D, où on a un client qui est en Irlande, qui a environ 25 machines qui tournent depuis 4-5 ans maintenant en production. Donc là, au-delà du côté propreté, donc on a également amélioré les performances. Alors là, on parle d'implants issus d'impression 3D en titane, sur du TA6V. Et la solution PureCut, alors c'est également très favorable sur des polymères, et l'intérêt sur du polymère de la solution, c'est que le froid qu'on va générer on va être quasiment exempt de bavure lors de l'usinage, parce qu'au lieu de fondre la matière, et c'est ça qui va générer la bavure lors de la coupe, ce refroidissement va permettre donc d'éviter cette fonte de matière et donc de générer beaucoup, beaucoup moins de bavure. Et enfin, la solution PureCut Plus, donc là, on rajoute une très faible quantité d'huile. On est en général de l'ordre de 0,5 à 1 millilitre par minute. Donc, c'est des quantités même inférieures à des solutions MQL, par exemple. Où là, alors, encore une fois, sur du titane, on a pu voir, on a vraiment boosté les performances, notamment sur les temps de cycle et sur les durées de vie d'outils. Alors, on voit ici un exemple de perçage. Donc, on voit le CO2 qui passe au travers du forêt. Donc, le froid généré, il est très visible. Et l'intérêt sur un perçage profond également, comme celui-ci, c'est que comme on est sous forte pression, on est à, comme je le disais, 100-120 bars. Donc, ça va favoriser l'évacuation des copeaux. Le froid généré à l'arrêt de coupe va nous obliger à avoir des conditions de coupe plus sévères. Et donc, on va gagner et en temps de cycle et en durée de vie d'outil. Autre exemple sur du fraisage. Donc, alors ici, on est sur un outil spécial avec des sorties au niveau des gougures de l'outil.
Encore une fois, on est chaud à l'intérieur. C'est vraiment à la détente qu'on va générer ce froid. Encore un outil spécifique. Là, on va dire que principalement dédié à des solutions de rainurage où la matière est complètement, enfin, où l'outil est complètement dans la matière. Et là, une solution, on peut sortir par le porte-outils. Donc là, on utiliserait des outils standards du commerce. Alors ici, on voit une publication qui a été faite par le CETIM, donc qui a comparé les différentes solutions existantes sur le marché. Donc l'émulsion qui est le standard. Alors on est sur du fraisage titane à plaquettes, le CO2 liquide, l'azote liquide, donc les solutions cryogéniques. Donc là, on a doublé par rapport à l'émulsion. Et la solution PureCut Plus, alors ici, il est noté PureCut, mais en fait, c'est PureCut Plus avec un petit peu d'huile, où là, on a eu de très bons résultats sur les applications de fraisage titane. Un exemple sur du PIC. Où là, on va multiplier des stries et on va les quadriller donc pour générer des pyramides donc, très présentes, notamment sur le secteur médical, sur des cages dans le médical. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, la solution actuelle, c'est de l'air pulsé, donc pas d'ajout d'huile, bien évidemment. Et ce qu'on voit sur les images de droite, donc la solution en haut, donc courante, donc avec air pulsé, donc on voit un certain nombre de bavures. Et la solution en partie basse, donc avec PureCut, donc là, on est exempt de bavure. Alors, voilà à quoi ressemble le système. Donc, en partie sur la photo en haut à droite, donc, on voit typiquement le type d'installation sur une machine. Donc, les gens en général démarrent par une petite machine pour faire leurs essais avec leurs matériaux, leurs pièces. Donc, en partie basse, c'est une pompe pour augmenter la pression du CO2 venant des bouteilles. En partie haute, donc la box fusion qui va réchauffer le CO2 donc, pour lui permettre de basculer dans l'état supercritique. On va également ajouter ou pas l'huile. Et de cette box, on va aller à une vanne 3 voies, donc sur la photo centrale en haut, où on va ajouter ce canal de CO2. C'est-à-dire que la machine pourra toujours fonctionner à l'émulsion, mais avec un code M de la machine, on pourra basculer d'une techno à l'autre. Et sur les photos en partie basse, donc sur les solutions industrielles sur plusieurs machines, donc là, une cuve de CO2 extérieure, le système de pompe à l'extérieur centralisé. Et du coup, sur la photo en bas à droite, donc la box fusion fixée sur la machine, où là, il n'y a pas besoin d'une pompe par machine et ça prend pas de place au sol, on va dire. Quelques mots sur la partie environnementale. Donc, pour en revenir, je reviens sur la genèse de fusion qui était de solutionner les problèmes des huiles de coupe, problèmes santé et également problèmes de pollution. Alors, on a fait une étude de cycle de vie comparatif entre l'émulsion et la solution proposée. Mais on s'est principalement focalisé sur l'énergie consommée par des machines, qui est le premier poste, sur les outils de coupe, donc la réduction de consommation par l'augmentation de durée de vie, et enfin l'utilisation du flux de coupe en lui-même et son management. Alors sur cette étude de cycle de vie, donc c'est pour un client qui utilise la technologie sur du perçage de titane. Donc on a divisé par 2 les temps de cycle et on a multiplié par 4 les durées de vie d'outils. Mais ce qu'on voit sur ce slide, c'est que la majeure partie du gain en termes d'émissions de CO2, elle provient de la partie machine-outil. Pourquoi? Parce qu'en appliquant notre solution, donc on s'affranchit de la pompe haute pression pour des liquides de coupe classiques et également du refroidissement du liquide de coupe. Et ça, juste ces 2 postes-là représentent plus de 50% bien souvent de l'énergie consommée par une machine-outil. Alors que notre système consomme très peu d'énergie. Donc voilà, le gain le principal est celui-ci. Ensuite, au niveau des outils coupants, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les outils classiques utilisés dans l'usinage, c'est du carbure de tungstène, donc rajouté avec du cobalt. 80% des mines de tungstène dans le monde sont en Chine, avec un procédé d'extraction pour en arriver aux poudres, donc qui est quand même extrêmement polluant.
on parle de l'ordre de 80 à 100 kg de CO2 équivalent par kilogramme d'outil, ainsi que 600 litres d'eau consommée par kilogramme d'outil. Donc, c'est quand même assez conséquent. Donc, dans ce cadre-là, pour ce client-là, donc, qui utilise uniquement cette machine, donc ça lui permet de sauver 360 tonnes de CO2 équivalent et plus d'1 million de litres d'eau. Donc, je ne vais pas détailler l'ensemble de ces objectifs des Nations Unies, mais on match 7 d'entre elles, principalement parce qu'on va utiliser un CO2 qui est recyclé, c'est-à-dire qu'on ne va pas consommer une énergie pour générer du CO2 pour cette application-là. En général, le CO2 récupéré par des sociétés comme Air Liquide, notre partenaire, sur des entreprises émettrices. Donc, ce CO2 est récupéré, filtré, reliquéfié et remis dans le circuit. Donc, en quelque sorte, on va lui donner une seconde vie. Nous n'utilisons pas d'eau, bien évidemment, et c'est en ce sens où voilà, on va matcher ces 7 objectifs des Nations Unies. On a eu le label le mois dernier, donc de la fondation Solar Impulse, donc pour cette solution, donc de remplacement des fluides de coupe par le CO2 supercritique. Voilà pour conclure. Donc sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, alors on a beaucoup de demandes, notamment dans le secteur médical, au vu de la croissance des implants issus d'impression 3D, avec ce risque donc de pollution aux huiles de coupe qui est extrêmement important sur ces applications, bien évidemment. Mais voilà, sur le titane, ça fonctionne très très bien. On est en train de travailler sur des matériaux type cobalt chrome, sur des Inconel 718, sur des bases nickel également. On a pas mal de demandes dans l'aéro en ce sens. Mais ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est que voilà, non seulement c'est une solution qui est plus productive, mais c'est également une solution qui est meilleure pour l'environnement. Voilà, je vous remercie. OK. C'est parfait dans le timing. Donc j'ai une question. Hop. Est-il possible de faire un rétrofit de machines existantes non FCS pour y intégrer cette technologie? Alors absolument, alors non FCS, c'est-à-dire, enfin, nous on ne fait pas de machine-outil, mais oui, le rétrofit est faisable. On a fait beaucoup de rétrofit sur tout type de machines, que ce soit des tours, des centres d'usinage. Voilà, on n'a pas travaillé tout ce qui est rectification jusqu'à présent, mais le rétrofit est bien évidemment une solution faisable. Il y a des adaptations à faire au niveau de la broche, notamment au niveau du joint tournant et des joints spécifiques, puisque le CO2 supercritique, en étant solvant, le caoutchouc ne va pas pouvoir être compatible. Donc, certains joints toriques qui soient susceptibles d'être en contact avec le CO2 supercritique devront être changés au niveau de la broche. Au niveau des joints tournants, ça nécessite une maintenance régulière? Alors, le joint tournant n'est jamais donné pour la durée de vie de la machine. De toute façon, c'est donné pour un certain nombre d'heures. Euh, mais le joint tournant est effectivement spécifique et c'est des choses qui ont été développées par des fabricants de joints tournants. Donc, on a travaillé avec OTT, GAT, Rix au Japon, Mayer et en ce moment, on a un projet avec Deblin également. Et une autre question. Y a-t-il des matériaux à éviter du fait du froid extrême? Alors, on a donné l'exemple du titane, on a d'excellents résultats. Aujourd'hui, sur l'Inconel, on n'est pas au niveau du titane, par exemple, en termes de performance. Donc, on n'est pas moins bon, mais on est, voilà, on est peut-être 10% mieux, mais on est en train de travailler sur cette solution-là, sachant que il y a un gros travail à faire qui n'a pas été fait jusqu'à présent, mais là, ça commence à bouger avec les demandes croissantes au niveau des outils coupants et au niveau des revêtements d'outils coupants. Parce qu'aujourd'hui, tous les développements d'outils coupants ont été développés pour contrer le chaud, alors que nous, on va apporter du froid. Donc voilà, il y a des gros travaux en cours dans ce sens-là. Effectivement, c'est l'opposé, oui. Ok. Pas d'autres questions? J'ai pas d'autres questions pour le moment.
Écoutez, merci pour cette présentation. Merci à vous. Voilà, si j'ai une question en plus, si vous êtes encore application à l'usinage-meulage du saphir et du diamant synthétique. Alors, on n'a pas d'expérience sur ces applications-là, donc je pourrais pas m'exprimer, j'en suis vraiment désolé. Ok. Bon, cette fois-ci. Ok, on est dans les temps toujours, donc on peut passer à la dernière présentation. Ah bah Nicolas, t'es en ligne, c'est bon. Oui, j'espère que la connexion va tenir. On croise les doigts. On a quelques soucis côté Air Liquide sur les connexions. Ok, bah Nicolas, t'as 15 minutes. Je vais partager. Hop. C'est tout bon, C'est bon, Philippe? c'est Ok, bon. parfait. Donc merci Philippe pour cette introduction et bonjour à tous. Donc moi je suis Nicolas Ramnat, je travaille au sein du campus Innovation Paris chez Air Liquide. Donc je suis expert matériaux et coordinateur R&D. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui a été traité ces dernières années chez Air Liquide, c'est la fonctionnalisation de surface. Donc plus spécifiquement de l'Inconel 625 élaboré par fabrication additive. Alors rapidement, hein, le sommaire, on verra le contexte après un bref résumé de l'étude bibliographique. Le principe de fonctionnement, de fonctionnalisation, pardon, qu'est-ce qu'il y a derrière, des considérations logiques et puis les résultats associés. Alors juste pour introduire le sujet et le mettre dans son contexte, hein, donc bon, je pense que tout le monde sait qu'il y a différentes mobilités à l'heure actuelle, électriques, mobilité associée aux énergies fossiles, telles que le pétrole. Et donc, la dernière, c'est tout ce qui est mobilité hydrogène, donc on en entend beaucoup parler. Alors, comment est-ce que l'on produit l'hydrogène? 3 voies, électrolyse de l'eau, micro-organismes aussi, qui est une voie encore peu développée, et celle qui a la majeure partie des parts de marché, c'est le vaporéformage du méthane, donc qui consiste à casser la molécule de CH4 sur un catalyseur en présence de vapeur d'eau. Donc, les réactions associées sont présentées sur la slide. Et globalement, ces réactions-là sont endothermiques, nécessitent un apport de calories. Donc, on doit chauffer pour arriver à mener à bien cette réaction. Alors, dans quel dispositif s'effectue cette réaction de vaporéformage? Donc, tout d'abord, il faut qu'on ait un échange de calories. Donc, on a la pièce, c'est déjà un échangeur de chaleur pour apporter les calories à la réaction. Donc, un échangeur de chaleur, un empilement de différentes strates qui permettent, donc, par un fluide caloporteur, d'apporter les calories. Et donc, on doit fonctionnaliser cet échangeur puisqu'on doit catalyser finalement la réaction. Donc, on a une partie réacteur qui est associée à cet échangeur. Donc, on a une partie catalytique, on doit déposer un revêtement à l'intérieur de cet appareil et aussi, on doit déposer un revêtement anti-corrosion puisque qui dit vaporéformage du méthane dit présence de gaz carburant de type CO, CO2. Et donc, à terme, on peut avoir une corrosion par le carbone de notre appareil en formant des carbures instables. Alors, à l'heure actuelle, hein, dans les installations Air Liquide, on voit que c'est des grosses installations de plusieurs dizaines de mètres de haut. Et à l'intérieur, on a des tubes comme ceux-ci qui sont donc remplis d'un lit catalytique. Donc, les conditions opératoires, c'est aux alentours de 900 degrés sous une pression de 20 à 30 bars. Et le tout est chauffé par une flamme via des brûleurs. Alors nous, on a voulu intensifier le procédé. Comment? Par la fabrication additive qui permet d'avoir finalement des espaces entre les canaux qui sont optimisés, très fins, là où on va venir finalement améliorer les échanges thermiques au sein de notre appareil. Donc, on a ciblé la fabrication additive via un laser, donc fusion lit de poudre, hein, qui permet d'avoir des précisions géométriques assez fortes. Et au sein de notre appareil, donc on a dû développer finalement une nouvelle façon de venir déposer soit le catalyseur ou soit le revêtement anti-corrosion. Et donc tout ça, ça a donné le projet FAIR, fabrication additive pour intensification de réacteurs. Alors, un exemple d'appareil, c'est celui-ci. Donc, vous voyez ici une unité de production des SMR petit volume. Donc, on a considérablement, via la fabrication additive de cet appareil,
considérablement donc diminuer la taille des installations et à l'intérieur de ces appareils, on a des micro-canaux dont les plus petits font 500 microns de diamètre. En surface interne de ces canaux, on a dans la partie réactif, on a le catalyseur qui est déposé et dans la partie produit, là on va venir produire les gaz potentiellement carburants, on va donc devoir déposer un revêtement anti-corrosion. Alors rapidement, un état de l'art. L'alliage utilisé dans le cadre de notre projet, c'est l'Inconel 625. Alors moi je vais focaliser dans cette présentation-là sur la partie revêtement anti-corrosion, mais finalement la voie de dépose c'est la même pour la partie catalyseur. Alors si on s'intéresse à la partie anti-corrosion, l'Inconel 625, en fait, il a la fâcheuse tendance à former des carbures instables de chrome dès lors qu'on a diffusion de carbone dans sa microstructure. Alors sa résistance est faible, donc on doit l'augmenter par un revêtement qui est bien connu, c'est un revêtement de type bêta-NiAl, un intermétallique NiAl. Et donc, si l'on voit ici, si on s'intéresse sur ce graphe-là à l'évolution finalement de la masse en fonction du temps, alors pour un substrat qui présente un revêtement anti-corrosion et un substrat dépourvu du revêtement anti-corrosion, ben on voit une nette différence. Si on prend celui sans revêtement, la chair 120 qui est un alliage base fer, on a finalement dans un laps de temps assez court, de 2000 heures, c'est assez court, on a une nette diminution finalement de la masse. Donc, on a une perte de masse due à ces carbures exfoliants donc, qui se désagrègent et finalement, donc, on vient perdre de la matière. Si on s'intéresse à ce même alliage qui présente un revêtement, alumine former, on voit finalement qu'on n'a quasiment aucune variation de masse sur un temps de jusque-là des 10 000 heures, donc qui commence à être des temps assez conséquents. Alors ça, on connaît bien ces revêtements, on sait les appliquer avec des façons tout à fait, je dirais, conventionnelles de type transport en phase gaz. Par contre, dès lors qu'on a un réacteur tel que celui que je vous ai présenté, complexe, avec des micro-canaux, on doit finalement avoir recours à une nouvelle méthode de dépôt. Alors, si on s'intéresse au revêtement et à la méthode que l'on connaît, je dirais par cœur et qui est notamment très appliquée chez Safran, comment est-ce que l'on vient enrichir en aluminium un substrat métallique? Alors, ce que l'on peut faire, c'est la technique de pack sémentation. On vient prendre un mélange de poudre dans laquelle on a notre élément que l'on veut déposer, aluminium ou un précurseur, finalement, un intermétallique de type NiAl, un élément de type halogénure, soit un chlorure, un fluorure, un bromure, etc. Et en fait, quand on vient porter ce mélange de poudre à haute température, l'halogénure vient se combiner avec le donneur, donc qui peut être une poudre d'aluminium. Le transport forme une phase vapeur de type, si on s'intéresse au chlorure ici, de type AlCl. Et cette phase vapeur va venir s'absorber sur notre substrat métallique pour finalement laisser deux atomes d'aluminium et AlCl3, donc qui repart sous forme gazeuse. Donc là, par cette réaction-là, on voit qu'on est capable d'apporter de l'aluminium en surface de notre alliage. Alors tout ça se passe à haute température puisqu'on a des procédés qui sont de diffusion en phase solide, c'est-à-dire que quand on va apporter notre aluminium sur notre substrat, à haute température, notre aluminium va diffuser au sein de notre substrat, se combiner avec les éléments du substrat pour former notre protection finale. Alors ça, comme je l'ai dit, c'est très compliqué dans des architectures qui sont complexes. Alors, on a mis au point finalement un vecteur de transport d'aluminium qui est sous forme liquide. C'est une suspension, à l'image du sable dans l'eau. C'est exactement la même chose, sauf qu'on vient mettre donc de notre poudre riche en aluminium ou de l'aluminium pur avec divers adjuvants et on vient mettre tout ça en suspension. Vous voyez ici une plaquette qui est dépourvue, donc qui est brute d'élaboration, fabrication additive. Et cette plaquette-là, on vient l'immerger dans cette suspension à vitesse constante. C'est extrêmement important. Donc, on vient immerger et retirer cette plaquette à vitesse constante pour laisser une épaisseur de précurseur bien maîtrisée. Donc là, on a notre revêtement, notre précurseur de revêtement, pardon. Donc, on voit ces grains d'aluminium et puis entre, ici, on a tous des adjuvants qui permettent de stabiliser la suspension. Une fois que l'on a fait ça, on passe notre substrat avec notre revêtement à haute température pour éliminer les organiques et faire diffuser notre aluminium. Donc là, vous avez en section une maquette où, avec nos canaux qui font en gros 1 mm à 500 microns de diamètre, et c'est une maquette qui présente le revêtement à l'intérieur, donc on voit qu'on n'a aucun canal qui est obstrué. Alors ça, c'est extrêmement pratique pour les pièces de fabrication additive.
Alors on s'est dit, bah tiens, la fabrication additive, comme on en a parlé dans les précédentes présentations, on a des microstructures qui sont quand même particulières. Je vous ai dit, l'aluminium, il va diffuser en phase solide, donc il diffuse dans le matériau, mais on a une microstructure particulière. Donc, est-ce que l'on a une différence quant à la vitesse de diffusion de l'aluminium, ou voire même les phases formées dans les matériaux issus de fabrication additive? Eh bien, c'est assez surprenant puisqu'on a fait les essais à la fois en phase gaz, une technologie qu'on maîtrise bien, et à la fois avec notre suspension. Et il s'avère finalement que peu importe la microstructure, que l'on a un inconel, donc ici marqué lame conventionnelle, laminée et traité thermiquement, et un inconel issu de fabrication additive, on a exactement les mêmes vitesses de diffusion à l'état solide et les mêmes revêtements, les mêmes natures de revêtements formés. Donc ça, c'est plutôt bénéfique pour nous. Alors, maintenant, qui dit suspension dit stabilité de la suspension et il faut maîtriser cette stabilité afin de déposer une épaisseur bien maîtrisée, homogène dans notre appareil. Et ça se fait en connaissant parfaitement finalement notre matériau dans lequel on va déposer notre suspension. Donc, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais on a donc bien sûr étudié la composition chimique de notre alliage, la morphologie de surface, puisque c'est elle qui va un peu gouverner le cisaillement quand on va injecter notre suspension, et donc elle va gouverner l'épaisseur de précurseur déposé. Bien sûr, les phases en présence dans notre alliage, et ensuite donc tout un gros travail de caractérisation microstructurale, donc orientation des grains dans le matériau issu de fabrication additive, la nature des joints de grains, puisque tout ça, ça peut influer sur les phénomènes de diffusion à l'état solide, même si globalement, on a vu qu'il y avait peu de différence avec un inconel classique. Donc tout ça, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à tirer finalement des abacs pour prédire quelle quantité d'épaisseur je peux déposer avec ma suspension en considérant une vitesse d'injection de X mètres par seconde. Alors, juste pour vous montrer l'importance de bien connaître finalement les suspensions et les caractéristiques physico-chimiques de ces suspensions, vous avez ici sur un coupon qui a été immergé dans notre suspension, dans une suspension qui n'a pas été dispersée. Donc on voit qu'on a des gros agglomérats, etc. Donc si on vient traiter ça à haute température après, on va se retrouver avec des épaisseurs de revêtement complètement hétérogènes. Maintenant, si on vient disperser avec un temps qui est ici issu d'une caractérisation assez longue, de 24 secondes, on voit que la surface est parfaitement homogène. Donc, on a finalement tout ce précurseur qui est déposé de manière homogène sur notre surface, sur notre substrat. Ensuite, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a caractérisé vraiment toutes les suspensions, voir si la viscosité évoluait dans le temps, c'est-à-dire est-ce qu'on a des phénomènes de sédimentation, est-ce qu'on doit plus ajouter d'adjuvants pour stabiliser cette suspension-là. Ensuite, on a caractérisé ces paramètres d'écoulement. Donc, on voit par exemple ici qu'on a des contraintes seuil, c'est-à-dire que si on vient injecter dans notre appareil à vitesse trop lente, la suspension va venir figer, donc on va avoir des agglomérats de suspension un petit peu localisés de manière hétérogène dans notre substrat. Donc voilà, tout ça c'est pour résumer et pour dire qu'on a besoin d'une étude rhéologique assez importante pour vraiment prédire la quantité de précurseurs que l'on peut déposer avec notre suspension avec une certaine vitesse. Alors, quand on a une architecture complexe, je vous ai dit, pour un coupon, on peut le tremper simplement et le retirer à vitesse constante. Maintenant, quand on a des canaux fermés, tels qu'ici, donc dans notre maquette, on a des canaux de 500 microns, eh ben, on vient prendre une pompe péristatique. Ici, on a notre suspension, on aspire notre suspension, on l'injecte dans la maquette. Une fois qu'on a rempli notre maquette, on vient donc aspirer dans l'autre sens pour vider finalement la suspension. En résulte une épaisseur de précurseur qui reste en fait en surface interne. On vient traiter thermiquement notre maquette ou notre appareil plutôt généralement, et voilà ce que l'on obtient. On obtient une épaisseur de revêtement parfaitement maîtrisée et finalement qui recouvre très bien les aspérités qui sont liées à la technologie de fabrication, donc ici de fusion laser d'un lit de poudre. Donc notre revêtement est parfaitement maîtrisé en termes d'épaisseur et en termes aussi de composition chimique, donc phase en présence, etc. Alors si on regarde un peu dans le cadre du projet FAIR chez Air Liquide, donc on a commencé avec des maquettes, des petits coupons pour s'exercer, maîtriser la suspension, etc. On a augmenté la difficulté, on est passé sur une maquette un peu plus grosse, à une vingtaine de canaux. Ensuite, sur des appareils donc, qui sont quand même assez conséquents en taille. Ici, à l'intérieur, vous avez en gros 3000 canaux avec des diamètres de 500 microns.
Donc, on a une entrée ici, une sortie ici. Donc, ça s'apparente finalement à une boîte noire, hein, et on n'a que cette entrée-là pour injecter notre suspension et on ne doit boucher aucun canal. Donc, pareil, on a utilisé une pompe pour injecter, on a rempli notre appareil, on a vidé ensuite l'appareil et on a traité le tout à haute température pour faire diffuser notre précurseur et avoir le revêtement final. Alors, on a augmenté après la difficulté puisqu'on a travaillé sur un pré-réformeur. Alors, juste, je vous ai dit que cet appareil-là servait à craquer la molécule de gaz naturel, mais dans le gaz naturel, il y a aussi d'autres molécules à longue chaîne carbonée qui sont des poisons potentiels pour les catalyseurs. Donc, on doit les pré-craquer dans un pré-réformeur. Bon, je vous passe le détail, mais ça nécessite une synthèse de suspension de 14,5 litres. Donc, ça commence à être des volumes de suspension assez conséquents. Mais voilà, on est capable d'injecter en point bas, remplir, vider et finalement aboutir à un revêtement parfaitement maîtrisé dans toutes ces géométries internes. Je vous ai mis ici une vue à l'endoscope dans les zones de distribution du bloc démonstrateur. Et on voit cet éclat métallique, c'est finalement notre protection anti-corrosion donc de type NIL. On voit ici les entrées de canaux qui sont parfaitement donc dépourvues de suspension ou de revêtement. Donc on n'a pas d'agrégat, on n'a pas de zones qui sont rendues inefficaces par un bouchage quelconque durant l'étape de formulation de notre revêtement. On a aussi évalué les opérations de parachèvement, c'est-à-dire quand on vient par exemple raccorder un tube sur notre équipement avec le revêtement, quels paramètres de soudage on doit mettre en œuvre pour ne pas finalement dégrader notre revêtement. Donc tout ça, on a étudié, on est capable de revêtir donc les tubes, les blocs, les assembler par soudage sans écailler notre revêtement. Donc en conclusion, ce que l'on a vu, c'est qu'on a une microstructure complexe qui influence peu finalement sur la réactivité du matériau. On a pu travailler sur l'optimisation des traitements thermiques et des suspensions pour arriver à des abacs, pour maîtriser l'épaisseur déposée. On a validé ça sur des volumes importants avec un grand nombre de canaux et aussi ici sur le pré-réformeur sur des pièces qui sont encore plus complexes. Donc voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention et je suis à l'écoute de toutes questions. Merci Nicolas. On attend les questions. Pour le moment, j'ai pas de questions. C'est que c'était parfaitement clair. Alors, juste pour préciser, j'ai parlé donc là de revêtement anti-corrosion, mais encore une fois, au lieu des particules d'aluminium, on peut mettre des catalyseurs pour apporter des catalyseurs dans des géométries complexes. Et ces géométries complexes, ça peut être typiquement des aubes de réacteurs fournis par Safran. On travaille justement avec Safran pour mettre en place ces revêtements-là dans les aubes des parties chaudes de réacteurs. Donc tout ce qui est géométrie complexe, pas forcément fabrication additive, mais ça marche très bien sur les substrats élaborés par fabrication additive. Ok, bon, c'est intéressant. Ah, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, je vois. Ah oui, c'est bon. Alors est-elle qualifiée, cette technologie est-elle qualifiée en aéro? Alors, il y a des travaux qui sont en cours avec Safran. C'est pas encore qualifié. Je sais que la technologie qui est qualifiée en aéro, c'est celle de transport en phase gaz, donc dit CVD. Donc là, on a notre halogénure. Après, celle-ci, non, elle n'est pas encore qualifiée, mais on travaille dessus avec Safran Tech. Ah. Autre nouvelle question. Alors, qu'est-ce qui est sous-entendu par les tubes? Les tubes d'unité SMR? Ah oui, d'accord. Ouais.
Oui, En acier diamètre d'environ 5 millimètres. alors ça fonctionne tout à alors j'ai présenté pour des géométries qui sont complexes, enfin des diamètres de 500 microns, mais on est tout à fait capable donc de revêtir des pièces, millimétriques, voire centimétriques, puisque les tubes, les pipes, hein, qui sont raccordés sur les blocs réacteurs finalement, c'est des tubes qui font, je crois, 30 millimètres. Donc pareil, hein, on les a enduits et ça marche bien. Alors après, vous parliez, d'acier. Il faut juste vérifier après sur les diagrammes de phase et cetera que l'on forme enfin, adapter la composition de la suspension pour, avoir finalement une composition chimique du revêtement final, optimisé pour l'application, finale. Donc là, nous, c'était sur des alliages base nickel. Donc on peut travailler sur de l'aluminium pur pour former la protection NIAL, mais après ça dépend, voilà, quelles caractéristiques de revêtement vous souhaitez. Mais c'est tout à fait envisageable, ouais. Donc, pas d'autres questions. Bon. Il y a- ah, pardon. Ok, ben, je pense que c'est fini au niveau des questions. Ben, merci Nicolas, et puis merci à tous les présentateurs pour ces présentations pour ce webinaire 4. Donc, qu'on a réalisé pile dans les temps. Donc, je pense qu'on peut conclure ce webinaire. Donc, juste un rappel, hein, les prochains rendez-vous, donc c'est les PLI les 28 et les 29 juin à Saint-Étienne, où il y aura différentes présentations sur les thématiques du laser et de la fabrication additive, entre autres.